Mes thèmes actuels de recherche, en fait, c'est l'histoire des changements linguistiques dans le monde, mais étudiés à partir du cas turc. Donc c'est des questions de nationalisation linguistique, de mondialisation aussi linguistique, de globalisation linguistique, et aussi de transnationalisation linguistique, c'est-à-dire comment est-ce que des langues se construisent les unes par rapport aux autres, et comment est-ce qu'on peut historiciser ces bouleversements. Alors le cas particulier auquel je m'intéresse, c'est la Turquie républicaine, c'est-à-dire, pour le dire vite, le cas de la réforme, de la révolution linguistique, comme elle est appelée en turc, de la réforme de l'alphabet, c'est-à-dire le passage des caractères arabes aux caractères latins en Turquie à la fin des années 20, donc au moment où la République de Turquie se construit sur les cendres de l'Empire ottoman, et puis le bouleversement qui suit, c'est-à-dire le changement du vocabulaire, la purification du vocabulaire, et de la grammaire. Et donc en fait, j'essaie de comprendre comment ces bouleversements linguistiques informent d'autres transformations, déterminent d'autres transformations, et nous permettent de comprendre ce qui se passe en Turquie et plus largement dans le monde, à partir de la langue. Alors en fait, j'ai été amené à travailler sur ces questions à partir d'un étonnement qui est comment un pouvoir peut déterminer un changement d'alphabet, donc en l'occurrence dans le cas turc, le passage des caractères arabes aux caractères latins, et comment, dans la foulée, il met en œuvre un bouleversement dans l'ordre du vocabulaire, en imposant une purge lexicale extrême qui conduit à évincer jusqu'à 50, 60, 80% du vocabulaire arabe ou persan au profit d'un vocabulaire turc. Donc c'est une entreprise de purification de la langue, de nationalisation de la langue, qui aboutit à une transformation assez radicale du standard turc tel qu'il est pratiqué à l'écrit, donc en Turquie, entre la fin des années 20 et, disons, parce que c'est un processus qui dure assez longtemps, les années 70-80. Et donc ce qui m'intéressait, moi, c'était de comprendre, face à cet étonnement, pourquoi il y a eu ce changement linguistique, comment c'est arrivé, et quelles ont été les conséquences sociales, anthropologiques, politiques, culturelles, au sens large du terme, donc de cette transformation de la langue. Travailler sur ces questions de changement linguistique, ça permet en fait d'envisager d'abord des changements contemporains face auxquels on reste peut-être un peu désarmé. Par exemple, voilà, ce qu'on appelle la digitalisation du monde, la digitalisation de l'économie, ou l'économie virtuelle, l'économie numérique, et qui se traduit par toutes sortes de comportements nouveaux, que ce soit des comportements dans le travail, le marché du travail, la manière dont le travail est régulé, dans les relations interpersonnelles, les relations sexuelles, les relations d'amitié, qui sont transformées par des outils comme le téléphone portable, la géolocalisation, ou encore le fait que tout est désormais sur Internet. Ça, c'est des transformations qui sont en fait difficiles à penser. Alors il y a plein de sociologues qui travaillent là-dessus, mais finalement, prendre des changements comme un changement d'alphabet en Turquie en 1928 et analyser comment est-ce que voilà, ce petit, entre guillemets, petit événement qui apparaît dans les manuels scolaires ou dans les manuels d'histoire de la Turquie comme une réforme parmi d'autres opérée par le pouvoir républicain entre 1923, la création de la République de Turquie, et 1935, le droit d'accès, le droit de vote des femmes, prendre ce petit événement et voir comment est-ce qu'il détermine énormément de changements dans la société, c'est pour moi une manière en fait d'envisager précisément comment est-ce que des outils, des instruments tels qu'Internet, tels que le monde digitalisé, reconfigurent notre rapport au monde et nos pratiques. Travailler sur le changement linguistique, c'est compliqué, ça suppose en fait de mobiliser beaucoup de sources différentes, ça suppose même un imaginaire historien un peu original, dans le sens où évidemment je travaille sur des sources attendues comme des grammaires, des dictionnaires, des abécédaires, des manuels de linguistique ou des manuels d'enseignement de la langue. Mais évidemment, comme c'est l'alphabet qui m'intéresse et c'est les pratiques sociales liées à l'alphabet, je vais aller en fait traquer un peu partout des comportements alphabétiques, comme on parle de comportement linguistique, comme on parle de pratiques sociales, des pratiques sociales alphabétiques. Donc ça va être dans la presse, je me sers aussi beaucoup de la photographie, de l'iconographie. Donc je vais aller voir comment est-ce qu'on peut mettre en évidence, à travers la photographie, des réalités socio-linguistiques de la Turquie des années 20. Il faut savoir que en fait, la Turquie des années 20, c'est un pays qui est alphabétisé à hauteur de 10% maximum. Et donc, je vais essayer de traquer les pratiques liées à l'écriture, par exemple à travers la figure de l'écrivain public,
qui justement est intermédiaire entre le monde de l'oralité, 90% de la population, souvent des gens d'origine paysanne, nomades, pas toujours, aussi citadins, et d'un autre côté le monde de l'écrit, qui lui est au contraire le monde de l'administration, du pouvoir. Et je vais essayer de montrer comment est-ce qu'on peut traquer en fait, ces échanges autour de l'écriture dans la société. De la même manière, je vais essayer de montrer comment est-ce que quelle est la présence de l'alphabet dans la ville. Donc essayer de montrer quelles sont éventuellement les possibilités d'acculturation même des individus qui traversent le pont entre le nord et le sud de la Corne d'Or, entre la ville franque et la ville musulmane. Comment est-ce que ces individus peuvent être amenés à observer des caractères latins parce qu'ils voient des publicités venues d'Occident, et comment est-ce que cette habituation peut déterminer leur sens pratique alphabétique, leur compétence alphabétique, et éventuellement les amener un peu plus tard à être plus sensibilisés à l'alphabet latin et à adopter l'alphabet latin. Ou en tout cas à souffrir moins lorsqu'une réforme de l'alphabet est opérée. Autre exemple, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est d'étudier comment est-ce que le pouvoir, lorsqu'il décide de passer des caractères arabes aux caractères latins, va rendre public l'alphabet latin dans la rue. Et comment est-ce que les gens marchant dans la rue vont devoir être confrontés, qu'ils le veuillent ou non, à cette nouvelle graphie pour s'habituer à l'utiliser, pour éventuellement l'incorporer, la pratiquer. Voilà, donc en fait, c'est énormément de sources qui m'intéressent et c'est toutes sortes en fait, de supports écrits, autant qu'iconographiques. Il faut bien comprendre le climat dans lequel se déroule ce changement d'alphabet, ou en tout cas cette campagne politique qui est orchestrée pour imposer le changement d'alphabet. D'abord, c'est un climat qui est autoritaire, c'est un régime très autoritaire, et c'est un régime qui criminalise volontiers le passé, qui criminalise les Ottomans pour avoir maintenu les caractères arabes, et qui criminalise de manière générale l'Orient arabe pour être rétrograde, archaïque, fanatique. Et donc les caractères arabes, autant qu'ils étaient fétichisés comme étant les représentants d'un savoir islamique coranique sacré, sont au contraire vilipendés comme étant les représentants d'une espèce d'ignorance crasse, orientale, par le pouvoir kémaliste lui-même, par les Turcs eux-mêmes, par les élites turques elles-mêmes. Et donc il y a ce fameux discours du 8 août 1928 de Mustafa Kemal, où il criminalise l'Orient, il accuse les élites ottomanes d'avoir empêché les Turcs de marcher vers le progrès, de rejoindre le niveau des nations civilisées, comme il aime à le dire. Et il y a une illustration tout à fait univoque de cette conception qu'on peut dire orientaliste et à la fois moderniste, civilisationniste du changement d'alphabet, c'est la une du 1er décembre 1928, quand on confronte la une du 30 novembre 1928 avec la une du 1er décembre 1928, c'est toujours impressionnant parce que la première est quasiment intégralement en caractère arabe, quasiment seulement parce qu'il y a une partie des lettres qui sont en caractère latin déjà pour habituer le lectorat, mais le lendemain, le 1er décembre 1928, tout est en caractère latin. Et là-dessus, on publie donc une petite caricature avec une voiture qui file vers l'Occident, vers la lumière, vers le progrès, vers la modernité, et qui laisse derrière elle un chameau représentant de l'Orient, de l'ignorance, du fanatisme, avec d'ailleurs une lettre arabe dans la hanche. Voilà, donc c'est un peu cette imagerie de la Turquie qui marche vers l'Occident, vers la modernité et vers le progrès. Ce qui se joue dans la langue et dans la pratique de l'écrit, mais plus largement dans la compétence linguistique, c'est évidemment des rapports de force, des rapports de domination, des rapports sociaux. Et ces rapports sociaux, ils sont complexes à étudier, dans le sens où il y a une élite lettrée qui, pendant longtemps, détient le monopole de cette compétence électorale et scripturale, et qui donc en bénéficie en termes de poste, en termes d'accès aux ressources que l'écrit autorise. C'est même une des explications fondamentales du maintien de l'alphabet arabe pour le cas turc, c'est le fait qu'il y a une élite hiérocratique, donc une élite religieuse, qui en fait, détient un monopole non seulement de l'accès à l'écrit, mais de l'interprétation des textes écrits et des écritures. Alors c'est un argument qui peut être taxé de culturaliste ou d'orientaliste, dans la mesure où il ramène l'attachement des élites ottomanes et puis turques au caractère arabe à des considérations religieuses, mais c'est assez important en effet dans ce contexte-là. Après, il y a d'autres dynamiques politiques qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire que lorsqu'on étudie le passage des caractères arabes au caractère latin en Turquie, on voit très bien comment est-ce que le pouvoir insinue sa propre autorité dans le nouvel alphabet. C'est-à-dire que le nouvel alphabet, c'est l'alphabet du Ghazi, c'est-à-dire du chef de l'État, de Mustafa Kemal, et le culte de la personnalité va se couler au sens propre dans l'imagerie qui est associée même au nouvel alphabet
dans l'apprentissage des caractères arabes. Donc en fait, apprendre le nouvel alphabet, c'est aussi en quelque sorte apprendre une sorte d'abécédaire politique qui conduit des individus, si ce n'est à adhérer, parce que ça on n'en sait rien, au programme politique qui est celui de la République kémaliste, qui est un pouvoir séculariste, ou en tout cas qui a un agenda séculariste et nationaliste, du moins qui va devoir passer par les fourches codines d'un programme politique qui vient avec l'alphabet. Le changement alphabétique, c'est quelque chose qui apparaît dans les manuels d'histoire de la Turquie comme quelque chose d'assez épisodique, c'est-à-dire que ça apparaît entre deux réformes. En août 1928, le 8 août 1928, Mustafa Kemal déclare qu'on va passer au caractère arabe, et puis 3 mois plus tard, une loi est votée, ça y est, la Turquie passe des caractères arabes au caractère latin. Effectivement, mon travail, c'est de contourner cette approche très top-down, très politique, pour essayer d'envisager ce qui se joue dans l'alphabet au-delà. Donc c'est des mutations sociologiques, anthropologiques lourdes, et au-delà du cas turc, qui a besoin effectivement d'être revisité parce qu'il y a une historiographie très institutionnaliste et marquée par le culte de la personnalité de Mustafa Kemal et d'une autorité qui descend et qui s'impose à la société, au-delà du cas turc, ce que je fais, ça permet en fait effectivement de replacer la langue dans des questionnements qui sont ceux des sociologues, des anthropologues. Donc par exemple, je vais m'intéresser à la manière dont le changement d'alphabet va précipiter l'adoption par les lettrés turcs et de manière générale par la société turque de machines à écrire. Donc comment est-ce que l'alphabétisation, la romanisation de l'alphabet entraîne une mécanisation de l'écriture? Alors évidemment, il n'y a pas une superposition directe, mais le fait que les Turcs utilisent des caractères latins à partir de 1928, ça a pour conséquence qu'il est beaucoup plus facile d'importer des machines à écrire produites en Europe, en particulier en Allemagne, qui, elles, utilisent des caractères latins. Et donc, on va avoir une diffusion massive de l'usage de la machine à écrire dans l'espace turc à ce moment-là. Et ça a des conséquences, par exemple, en termes de féminisation de l'emploi. Parce que du coup, par exemple, les femmes, qui sont par ailleurs poussées à entrer sur le marché du travail par l'éducation, par les réformes pédagogiques du pouvoir, vont se mettre à travailler comme sténodactylo. Et donc, on peut plaquer, si j'ose dire, sur ce phénomène, cet événement au départ anecdotique, des processus majeurs de féminisation de la population active et puis de transformation technologique des sociétés. Une illustration en fait de la manière dont le changement d'alphabet reflète des métamorphoses sociales plus fondamentales, c'est tout simplement le fait que le passage du caractère arabe au caractère latin, c'est aussi un bouleversement qui est esthétique et qui se réfracte, se reflète dans de nombreuses dimensions. Le passage de la ligne courbe de la graphie arabe à la ligne droite de la graphie latine, c'est par exemple, ça se reflète dans la manière dont l'urbanisme change en Turquie, le fait qu'on construit par ligne droite, que Ankara, qui est une ville nouvelle qui s'élève au cœur de la steppe anatolienne, est la ville de la rectitude, de l'angle droit, par opposition à la ville de Constantinople, qui est la ville courbe, la ville orientale, dans l'esprit des kémalistes, Ankara étant une ville occidentale, une ville moderne, une ville civilisée. Et ça se réfracte même dans la manière dont l'architecture évolue entre la fin des années 20 et le début des années 30, avec des lignes droites, des angles droits. Et quand je dis architecture, ça concerne à la fois la planification urbaine, la construction des routes, mais aussi les intérieurs. Donc c'est une espèce de valorisation en fait d'une rationalisation du monde qui passe par la ligne droite et dont l'alphabet, au même titre que d'autres formes esthétiques, est l'illustration. Donc il ne s'agit pas de dire que l'alphabet détermine cela évidemment, mais plutôt d'affirmer que le changement, le bouleversement du monde dans la Turquie et le théâtre au cours de ces années 20 et 30, c'est une forme de géométrisation de l'espace. Et ça m'intéresse parce que du coup, ça fait de l'alphabet quelque chose qui est plus un filtre ou un accessoire pour comprendre la transformation du monde que simplement un objet à étudier en soi. Donc mes projets d'avenir, en fait, ils relèvent d'une logique de l'élargissement progressif. D'abord, il s'agit de publier en anglais un ouvrage qui sera vraiment synthétique sur les différentes modalités du changement linguistique en Turquie, alphabet, lexique, grammaire, et de restituer ça dans un contexte épistémologique très large, c'est-à-dire à la fois culturel, anthropologique, sociologique et bien sûr politique. Ça, c'est une première étape. Derrière ça, j'ai un projet d'écriture plus fine et plus descriptive et peut-être plus attentive au quotidien et aux pratiques du changement d'alphabet. Donc c'est vraiment une focalisation et ça, ce sera en français. Et c'est une étude que
que je réserve pour un second temps. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est plus de réfléchir à la manière dont les langues peuvent être approchées par l'histoire des savoirs linguistiques, l'histoire des pensées philologiques. Et en fait, là, j'ai un terrain concret qui sera mis en œuvre un peu plus tard, c'est l'École des langues orientales à Paris. Je voudrais travailler sur l'histoire de l'École des langues orientales à partir d'archives qui sont celles de cette institution, et de travailler sur l'histoire de la pensée linguistique, mais aussi de l'histoire sociale de la pensée linguistique et philologique à partir du cas turc, mais pas seulement. En fait, il s'agit de restituer en gros l'École des langues orientales, l'INALCO, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, dans son contexte de l'époque du XXe siècle, national, impérial, colonial, scientifique, et de rendre compte de cet établissement dans une perspective à la fois transnationale et comparative. Donc en comparant par exemple avec la SOAS de Londres et avec d'autres établissements d'enseignement des langues dites orientales ou exotiques qui peuvent être en Russie ou à Washington, selon les sources et les langues auxquelles j'aurai accès.